Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Anthony Dupré. Bonjour Anthony. Bonjour Malika. Alors tu es comédien, tu es chanteur aussi. J'étais. Tu dirais plus ça. Le grand public t'a découvert dans les années 90, dans les mythiques sitcoms Premier baiser, les années fac. C'est à cette époque-là que tu as sorti 2 albums et des singles. Tout à fait, exactement. Et depuis, tu t'es concentré que sur l'acting. Oui, j'ai choisi la voie de la comédie, ouais. Tu as une longue carrière derrière toi. On t'a vu dans plusieurs séries, dont Navarro, Plus belle la vie. On t'a aussi vu au théâtre. Et tu es d'ailleurs actuellement dans la pièce La photo de mon pote, au théâtre Edgar. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous présenter cette pièce ? Alors, c'est une pièce, c'est une comédie, un boulevard moderne, que je joue avec Anthony Joubert et Lionel Lager en alternance. Et Rosalie Hamet, voilà, au théâtre Edgar. Alors c'est le pitch, mon ami a perdu sa femme il y a quelques années et je lui ai conseillé d'aller sur les sites de rencontres. Et puis un jour il m'appelle, il me demande de venir et je sens que bon, il y a une petite embrouille qui se prépare parce que je le connais mon pote depuis tant d'années. On a tous un pote un peu comme ça, boulet. et au moment de m'expliquer qu'il va rencontrer une jeune fille qu'il a rencontrée sur les réseaux sociaux, il m'explique qu'à la place de sa photo, il a mis la mienne. Ouais. Et là, la pièce commence. Quand est-ce qu'on peut venir te voir ? Alors c'est tous les jours, le théâtre Edgar. Nous, on joue 4 fois par semaine. Mais voilà, c'est du lundi au dimanche. Les jours changent. On joue à 19h, à 21h pour permettre justement à tout le monde de pouvoir venir voir cette pièce. Et on joue jusqu'au 31 janvier 2025. 2025 ? Oui, 2025, on est en 2025. Mais janvier ? Janvier, pardon. Oui, on a prolongé jusqu'au 31 mai, voilà. On devait arrêter. Moi qui suis enceinte, oui, bravo. Le cerveau de la femme enceinte. On devait arrêter, on a fait des prolongations. On a fait 70 dates depuis le 1er octobre. Et oui, là, on donc finit, ça laisse le temps de venir te voir. Tout à fait. Et on prolongera encore peut-être. Peut-être, et après peut-être une tournée ? Et on fait une tournée, en principe, à partir de septembre 2025. Ok. Voilà. Il y a d'autres projets dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour toi ou... J'ai eu la chance de tourner sur une magnifique série qui va sortir sur Prime Video en 2025 aussi, qui est très attendue. Donc ça, c'est un projet fabuleux. Et puis, il y a d'autres... série ? Je peux pas en parler. D'accord. Voilà. Et puis d'autres projets qui sont en train de s'annoncer. Dont tu peux pas parler ? Cela, je n'ai pas encore tourné, donc ouais, non. Mais l'autre, c'est... voilà, je peux pas en parler. On est concentré que sur le théâtre. Mais là, pour l'instant, c'est la photo de mon pote, tout à fait. Théâtre Edgar. Théâtre Edgar, et on s'éclate. Jusqu'au 31 mai 2025. Jusqu'au 31 mai 2025, exactement. On va arrêter de se projeter dans le futur, on va regarder un petit peu derrière, on va se remémorer ensemble tes souvenirs d'écolier. Oui. Donc déjà, tu as grandi où ? Alors, j'ai grandi au Havre. Je suis né au Havre, eh oui. Eh oui, tête banque, oui, tête banque, non. Oh oui, c'est une qualité. Comme moi. Eh oui, je sais. Et oui, je suis né au Havre, donc en 1974. Et j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 7 ans. Ah oui. Voilà, on est parti 2 ans à Palavas-les-Flots. Rien à voir. Rien à voir. Grand écart. On traverse la France. Ouais, le soleil surtout. Ouais. Et puis on est rentré au Havre, j'avais 9 ans. Et voilà, et après, j'ai fait ma scolarité là-bas, au Havre, jusqu'à 18 ans. Et après, je suis monté à Paris. Et ça s'est pas bien passé à Palavas ? Alors, si, mon père était professeur de karaté là-bas. Et pendant 2 ans, et après, il est retourné au Havre. Mais moi, j'ai mal vécu le retour, par contre. Parce que j'ai vécu une vie incroyable. Parce qu'à l'époque, Palavas, c'était vraiment un petit village. On connaît Palavas l'été, mais il y a aussi Palavas l'hiver, où il y a beaucoup moins de monde. Et il y a à l'époque, il y avait une espèce de liberté dans les années 80, où on pouvait sortir, c'était cool. Et puis voilà, quoi. Après l'école, on pouvait aller à la plage. Donc quand je suis rentré au Havre avec ma belle plage de Galets et l'eau... J'allais te dire, il y a... et l'eau à 16 degrés. Autour du Havre, il y a quand même des jolies plages. Oui, mais pourquoi faire? Tu peux pas rentrer dans l'eau. Tu peux pas te baigner, mais... Tu peux, mais elle est fraîche. Ouais, mais je trouve que c'est des... Non, c'est beau. Voilà, c'est magnifique et c'est exceptionnel en France, ce paysage-là. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas les gens en profiter. Ah ben, c'est difficile. Et puis bon, va t'allonger sur des galets toute une journée, je te promets que c'est pas très agréable. Bon, tu pouvais faire des petits ploufs. Oui, mais bon, on mettait les pieds, quoi. Voilà.
Donc, tu as mal vécu ce retour? Non, pas mal vécu, mais j'avoue que ça a été déstabilisant parce que j'ai vécu une toute autre vie pendant 2 ans à Palavas. Voilà, j'étais un gamin, j'allais aux arènes, à la foire. C'est un petit village. Le Havre, c'est une grande ville, t'as pas la même liberté. Tu avais des frères et des sœurs? Un frère et une sœur. Toi, tu te situais où dans la fratrie? Je suis le premier. Est-ce que tu as eu tout de suite le sens des responsabilités ou pas vraiment? Oui, je me suis toujours occupé d'eux. Mes parents, à une certaine période, travaillaient le soir, donc c'est moi qui s'occupais d'eux. Voilà, j'ai toujours eu ce sens des responsabilités très jeune. Il y avait beaucoup de différences d'âge? 4 et 6. Oui, donc quand même. J'étais le chef de famille. Tu avais quelle relation avec eux en grandissant? Écoute, super. On a grandi comme des enfants, comme des frères et sœurs. Non, ça se passait bien. Mais je te dis, j'étais un peu plus âgé qu'eux quand même. Donc j'avais moi ma bande de copains. Voilà. Ça se mélangeait pas. Bah, tu sais, quand c'est frères et sœurs, on est plus grands. Donc forcément, les petits, non, ils ne pouvaient pas venir avec nous. Et aujourd'hui? Toujours pareil, ça se passe bien. Non, j'ai cru. Toujours pareil, on se mélange pas. Ah non, ça se passe bien, ça se passe bien. Donc vous avez toujours été unis? Oui. L'enfance, pour toi, tu dirais que c'est un souvenir heureux? Oui. Mais j'ai vite compris aussi jeune que de toute manière, être heureux, c'est dans ta tête. C'est-à-dire que tu choisis de positiver les choses, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est important. Tu l'as intégré dès l'enfance, ça? Ouais. Comment ça se fait? Il y a eu un événement particulier? Oui, il y a des événements qui font que, jeune, tu es obligé d'intégrer que de toute manière, c'est ce que je dis toujours, tu es condamné à être heureux si tu veux vivre bien. Et c'est une manière de penser et toujours retirer le positif, même des situations, et ça m'a servi après dans ma vie professionnelle, du négatif. Il y a toujours du positif à tirer, ça c'est important. Et c'est hyper mature. À quel âge tu as ce déclic? Très tôt. T'as quel âge? Après, le déclic, il est venu très tôt. À 3 ans, je pense que j'ai été obligé de comprendre que la vie, il fallait la positiver. Voilà. À 3 ans? Attends, comment on peut avoir ce genre de réflexion? Des événements de vie. Est-ce qu'à l'époque, tu avais le goût de la comédie? Oui, très vite. Très vite, à l'école, j'étais l'élément, on va dire, perturbateur. Ah, t'étais le rebelle? Non, pas rebelle. Le petit le comique déconneur. de la classe. Ouais. Le déconneur. J'avais sûrement... on a besoin de se faire aimer, donc j'ai toujours été l'organisateur de spectacles dans ma classe. Avec un pote qui s'appelle Michael, on faisait des imitations, on imitait les profs. Enfin bon, c'était, quand les profs savaient qu'on était tous les deux dans la même classe à la rentrée, c'était catastrophique. Ils allaient s'ouvrir. Ouais. Est-ce que malgré tout, tu étais un bon élève? Moyen, mais par choix. J'avais la moyenne. Parce que je faisais ce qu'il fallait pour passer les classes, mais j'ai jamais aimé l'école. Ah oui, c'est radical, Ouais, c'est tranché. Donc toute ta scolarité, t'as pas de plaisir à te rendre à l'école et à apprendre? Si, le plaisir d'aller déconner avec mes potes, ouais. Mais une Avec fois ma bande. qu'il faut apprendre et travailler, non? Non. Ça se passait... Hermétique. Et en termes de notes, ça se passait comment? Je te dis, j'étais assez malin pour avoir la moyenne. C'est tout? Et travailler... Et tu redoublais pas? J'ai redoublé la 3e, mais à cause du comportement. Et après, j'ai dû redoubler. Qu'est-ce que j'ai dû redoubler? Peut-être la première. Voilà. Mais tu vas jusqu'au bac? Ouais, j'y vais, mais pareil, j'y passe, quoi. J'y vais en débardeur. Je me souviens, en débardeur, en short et en Santiago. Un bac quoi, alors? Un bac G, forcément. Et c'est quoi bac G à l'époque? Bac G à l'époque, c'était vraiment... c'est quand tu savais pas où aller ou quand ils savaient pas où te mettre, ils te mettaient en bac G. C'était... il y avait G1, G2, G3. C'était un mélange de secrétariat, de commerce. Et tu l'as ou pas, ce bac? Non. Ah non. Tu passes? J'en voulais même pas. J'y suis allé. Et après, t'arrêtes? Après, j'ai commencé à tourner des pubs, à faire de la figuration au même moment. Et puis un jour, le directeur me convoque, il me dit, bon, on a un problème, c'est que vous êtes quand même très souvent absent. Et je lui dis, oui, mais voilà, je vais travailler à Paris, je fais de la figuration à Paris. Donc, il me dit, oui, mais monsieur, ça va peut-être pas être possible, quoi, par rapport aux autres, je peux pas tolérer ça. Et il me dit, il faut faire un choix. Et je lui dis, écoutez, le choix, il est tout de suite fait, je m'en vais. Merci, au revoir. Et je suis parti. Et ça, c'était après que tu aies passé le bac?
Ah non, non, je l'ai passé en fin d'année, mais Ouais. c'était pendant la dernière terminale. Voilà, je suis parti. C'est pour ça que le bac, j'y suis allé, je te dis, en T'es débardeur, quand même allé short. le passer, mais sans... Ah, mais je savais qu'il n'y avait même aucun espoir. Est-ce qu'il y avait quand même des matières qui t'intéressaient? L'anglais, j'aimais beaucoup les langues. Donc l'espagnol, l'anglais. Qu'est-ce qui m'intéressait d'autre? La philosophie, je trouvais ça intéressant. J'étais nul, mais j'aimais bien. Et après, voilà. Bah, après, tout dépend des profs, honnêtement. Moi, j'ai le souvenir de certains profs qui te font aimer l'école. T'en as un qui te revient en tête? Monsieur Battesti, prof de français, en 5e ou 4e peut-être. Et grâce à lui, d'ailleurs, j'ai joué les fourberies de Scapin à l'école. Voilà. Ça a été ma première expérience de scène. Et ça, t'as tout de suite aimé? Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. Mais je ne savais pas du tout encore que j'allais en faire mon métier, tu vois. Et lui, il n'avait pas décelé ça? Tu sais, j'étais dans un collège, on va dire... dans un collège terrible qui s'appelait Jean Moulin. Ah, moi aussi, j'étais au collège Jean Moulin. Bah écoute, alors, pas le même, mais moi, bah, j'ai grandi dans une cité au Havre, sensible, qui s'appelle le Bois de Bléville. Donc j'ai fait, je te dis, de 10 ans à 18 ans, j'ai grandi là-bas. Et bon, voilà, le collège, c'était la foire, quoi. Ouais, mais pour que le professeur ait l'idée de vous faire jouer cette pièce, c'est quand même ça se passait bien avec lui. Et que c'était, oui, mais il n'y avait pas de suivi. Voilà. Lui, il a pas, donc il t'a pas poussé. Je pense qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire, ni non. Parce que parfois, il suffit d'un ou deux mots qu'on dit à Oui. un jeune élève pour que Mais ça... je te dis, en tout cas, il a réussi, puisque je me souviens déjà de son nom, Oui. et je me souviens de cette année-là, d'avoir, grâce à lui, aimé le français, et surtout, voilà, les pièces de théâtre. Il m'a ouvert à ça, en tout cas. On l'a pas encore dit, mais t'es papa. Donc, t'as deux garçons, un grand de 27 ans et un plus petit de 4 ans. Donc, l'école, c'est un sujet aussi encore auquel tu es confronté au quotidien. Quel regard tu portes justement sur l'école en France? Bah là, écoute, je redécouvre la scolarité avec le petit qui est en moyenne section. Mais c'est encore, voilà, ça reste la moyenne section. Pour l'instant, tout se passe bien. Pour l'instant, tout se passe bien. Je le pousse évidemment pour qu'il travaille bien parce que il faut apprendre de ses erreurs. Et je me suis aperçu, moi, plus tard, en tout cas, que évidemment que j'aurais dû bosser à l'école parce que au-delà des résultats, ça, chacun, c'est pour sa culture personnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à un certain âge, à 25, 26 ans, je me suis rendu compte qu'il me manquait plein de choses. Et ce que j'ai fait à cette époque-là, c'est que tous les réalisateurs, comédiens ou personnes que je rencontrais dans ma vie et qui m'impressionnaient ou qui m'apportaient quelque chose, je leur demandais toujours une liste de 5 ou 10 livres À lire? qui les ont marqués. Et donc, une fois qu'ils me donnaient cette liste, je les achetais, je les ai lus. Ouais, le maximum que j'ai pu. Et je me suis cultivé à ce moment-là, et c'est un bonheur d'être cultivé. Et voilà. tu avais réussi déjà à transmettre ça à ton aîné? Ce devoir de bien travailler à l'école? Non. Non, parce qu'à l'époque, j'étais encore la tête dans le guidon pour le boulot. Donc, non, j'ai pas réussi ça, mais avec le petit, là, oui, j'essaye de lui transmettre le goût du travail, surtout. Et ton aîné, il a fini les études? Oui. Il fait quoi? Il a un super magnifique magasin de bonbons. Mais non. Ouais, en Espagne. Et il va être papa, là, dans pas longtemps. Et donc tu vas être grand-père. Exactement. Wow. Je vais être papy bientôt, là, dans les jours qui viennent. On a du mal à se le dire. Hein? On a du mal à t'imaginer grand-père. Bah, c'est génial. Parce qu'on reste je suis super content, moi. Avec l'image de bah oui. toi, jeune. Oui. Mais j'ai vieilli. Non, mais ça nous renvoie à notre propre... Bah oui. Bref, si aujourd'hui je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu changes dans l'école française? Je pense que l'école française devrait essayer de déceler justement le talent de chacun. C'est-à-dire qu'on a tous un talent quelque part. Et je pense que il faut ouvrir ça, quoi. Moi, je vois, j'étais pas fait pour l'école, quoi. J'étais fait pour autre chose, mais personne n'a décelé ça à l'époque. Et je trouve que ce soit dans le sport, les arts, enfin, et après, sinon, ceux qui sont forts en mathématiques, en français, de plus aiguiller les enfants vers ce Comment on fait? Faut passer plus de temps un individuel avec chacun. Ben oui, mais ça devrait être ça.
Parce que combien de talents sont gâchés parce qu'ils ne sont pas révélés. Et je trouve ça dommage. Il faudrait essayer de détecter ça le plus tôt possible pour les mettre dans la bonne voie. Parce que moi, il y a des trucs, voilà, ça ne m'intéressait pas. Tu vois, par exemple, le théorème de Pythagore, tu vois, je l'ai encore dans la tête, mais il ne m'a jamais servi dans la vie, tu vois. Rien. Oui, il sert difficilement dans la vie de tous les jours. Voilà, il faut, je trouve, bon, voilà, il y a des enfants qui sont faits pour ça, d'autres pour d'autres choses, et il faut essayer de détecter le plus vite possible. Si tu dois te projeter dans le futur, l'école de demain, tu la vois comment? Remettre, je pense, un peu d'ordre, de sévérité. Ouais. Oui, je pense. Enfin, d'après ce que je vois, hein, de l'extérieur. Je te dis, je ne suis pas encore baigné dedans, parce que je suis en moyenne section, donc ça va. Mais je pense... oui, je pense qu'il faut remettre un peu de règles dans tout ça. On a parlé de ton parcours scolaire, maintenant on va parler de ta profession. Est-ce que plus jeune, il y a un métier qui te faisait rêver? Je crois que j'ai rêvé, comme tous les gamins, d'être pilote d'avion de chasse. Tous, tu crois? Non, je sais pas, beaucoup, je pense. Moi, tu sais, on voyait les défilés de la patrouille de France qui venaient parfois au Havre et tout, et ça, c'est quelque chose que je trouvais absolument, le bruit des avions, Et tu t'étais renseigné? Non, mais non, j'aimais pas l'école, donc il fallait bosser à l'école, donc je dis bon, non, ça sera pas ça. Et après, il y en a eu d'autres? Non, pas vraiment. Non, moi j'étais plutôt sportif. Je faisais du karaté et de la boxe anglaise. Karaté comme ton papa, tu me dis? Tout à fait. J'ai commencé à faire du karaté avant de marcher. Donc voilà, c'est quelque chose... C'est ce qui m'a sauvé d'ailleurs tout au long de ma vie, c'est le sport. Et cette discipline, la discipline sportive. La comédie, ça commence concrètement à quel âge alors pour toi? Les premiers trucs, j'avais je crois 17 ans, peut-être 17 ans et demi. Tu prends des cours? Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Mais je monte à Paris justement quand il y a des compétitions de karaté et que mon père m'emmène au stade Pierre de Coubertin voir des championnats. Et j'en profite pour aller dans les cabines téléphoniques. À l'époque, il y avait les bottins jaunes. Et je note toutes les adresses d'agences de pub. Voilà. Et ensuite, je viens et je vais porter mes photos dans des agences de pub. Donc tu avais déjà cette idée de faire ce métier-là? À ce moment-là, oui. Mais comment ça a germé dans ta tête? Toi tout seul, ou on t'a remarqué, ou tu avais des compliments dans la famille, ou des choses comme ça? Ce genre de choses, mais c'est surtout le refus. Moi, ma grande passion, c'était donc la boxe anglaise. Et comme j'étais mineur, je ne pouvais pas combattre sans l'autorisation de mes parents. Et à un moment donné, il y a un des professeurs qui voulait... je devais combattre à Nantes. Dans une réunion qui était à l'époque qu'elle allait être retransmise sur TF1, en amateur, bien sûr. Mais mon père n'a pas voulu signer le combat. Et je me suis dit, bon, il faut que je trouve autre chose. Donc j'ai rebondi sur ça. Pourquoi, comment? J'ai baigné aussi là-dedans, puisque mon père travaille dans un théâtre, au théâtre de l'Hôtel de Ville. J'ai moi-même été contrôleur dans ce théâtre. J'ai moi-même été machinot. Voilà. Donc, mais ça m'a nourri sans que je le sache. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça me... Tu l'as pas conscientisé sur le moment. Non, voilà. C'est après que j'ai dit, mais ouais, non. Et j'ai baigné là-dedans et ça m'a donné envie de le faire. Voilà. Et à quel âge ça devient réel? Très vite. Hein, les premiers castings que tu passes, c'est bon? Non, mais c'est simple. Le premier casting, donc c'est une agence qui m'appelle pour un premier casting. Donc je monte à Paris. Je vais faire le casting, ça dure 5-10 minutes. Et donc on me dit merci, au revoir. C'était un casting de quoi? C'était pour une publicité pour les caleçons Gilles. C'était une publicité qui était réalisée par Étienne Châtillaise pour une pub cinéma. Donc un très gros truc. Et j'ai décroché ce premier casting. Voilà comment ça a commencé. T'as réalisé sur le moment ou... Non. J'ai dit, oh, c'est simple. Oui, non, mais c'est fou, quoi. Je me suis retrouvé au rond-point des Champs-Élysées. Le tournage, c'était un micro-trottoir. Et voilà, tu te retrouves avec une vraie équipe, parce qu'à l'époque, les publicités, c'était des choses vraiment costauds. Donc une équipe de cinéma et tout. Je ne me suis même pas rendu compte. Je vivais quelque part un peu un rêve éveillé. Voilà. Et je suis rentré chez moi après et j'ai continué donc à faire des castings. Et ensuite, j'ai fait un casting chez AB Productions. Et moi, je n'ai pas été pris. Mais on m'a proposé...
bon, un rôle dans sûrement Premier baiser ou Le miel et les abeilles, je ne sais plus. Et à partir de là, on m'a dit, mais est-ce que tu voudrais faire de la figuration? J'ai dit, j'aimerais, oui. J'ai dit, mais moi, tu sais, j'habite au Havre, c'est un peu compliqué. Ils m'ont dit, bah, attends, nous, on te donne des jours, tu nous dis si c'est bon pour toi. Et j'ai commencé à faire ça. Et j'ai fait ça pendant presque un an. Un an de figuration? Oui. Et j'étais très heureux parce que j'avais pas les moyens à l'époque et la possibilité de prendre des cours à Paris puisque je n'y vivais pas. Mais ça a été, j'ai pris ça comme des cours. Oui, c'est-à-dire que je venais, j'arrivais le matin, je prenais le train à 5h30 au Havre, tu vois, j'arrivais à 7h30 ici, j'allais à la Plaine Saint-Denis faire ma journée de figuration, j'avais mon bouquin, mais j'écoutais, j'observais et j'apprenais tous les postes pour comprendre qui faisait quoi, comment ça se passait. Et c'est comme ça que j'ai appris. Puis un jour, il y a un comédien qui n'est pas venu, qui avait 2 phrases à faire. On me les a confiées. Et voilà. Et après, tout est parti. Et après, c'est parti, ouais. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré jusqu'en 98, donc à peu près 6 ans. Succès immédiat? Incroyable. Fou. C'était énorme pour ouais. Hallucinant. Tous ces comédiens de l'époque, vous venez tous des célébrités. Ouais, c'était costaud, ouais, c'était incroyable, vraiment. Comment on le gère quand on est jeune à l'époque? J'ai eu la chance de pas bien m'en rendre compte. Donc j'ai vécu ça avec un bonheur et un plaisir incroyable. J'étais tout simplement heureux d'arriver à Paris, de pouvoir m'installer, de pouvoir faire le métier que j'aime. Donc je me suis éclaté pendant 6 ans. J'ai vécu sur un nuage, oui, je pense, sur un nuage, mais très heureux parce qu'il m'est arrivé. J'ai rencontré Ray Charles, j'ai rencontré Chuck Berry, ma marraine, c'est Dorothée, enfin, tu vois ce que c'est. Ariane, Rémi, avec qui je travaillais pour la musique. Enfin, j'ai vécu des choses incroyables, des voyages. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais la musique, comment ça arrive aussi? C'est le vrai casting, c'est Ariane et Rémi qui écrivent une chanson et qui cherchent un chanteur. Et donc on m'appelle et on me dit, est-ce que tu sais chanter? Et tu savais chanter? Pas du tout. Donc tu dis la vérité? Pas du tout. D'accord. Bien sûr que je chante. Oui, mais ça c'est l'insouciance. Voilà, à 18 ans, tu sais, tu t'essayes. Donc tu fais quoi? Tu prends des cours avant? Non, j'y vais. Et puis là, j'arrive dans la salle d'attente, on est beaucoup. Et puis, enfin, c'est un casting qui a duré plusieurs jours, hein, mais le jour où j'y vais, donc, il y a déjà pas mal de monde. Et on rentre à une vingtaine dans le bureau de monsieur Jean-Luc Azoulay. Il y a Ariane Carletti et Jean-Paul Césari, qui est guitariste, chanteur, qui est là. Et là, on s'assoit, il nous explique un peu le topo. Voilà, on cherche un chanteur pour une chanson. Et donc, Jean-Paul Césari dit, voilà, je vais vous chanter la chanson. Et puis après, chacun votre tour, vous allez passer. Donc, il chante la chanson. Et là, évidemment, des gouttes, sueur froide. Putain. Et non, je suis pas le premier à passer, merci mon Dieu. Ah, parce qu'en plus, vous chantiez tous les uns devant les autres? Devant, ouais. Ah, ouais. Oui, donc le truc vraiment dur. Et puis tout le monde chante et tout. Et puis quand c'est mon tour, et ben, je m'assois au bureau, je chante. Et puis voilà quoi. Et c'était bien, la magie opère. Ouais. Bah, à la fin, c'est simple, ils ont fait leur choix immédiatement. Ça s'est arrêté le casting à ce moment-là. Donc en fait, tu découvres un talent que tu soupçonnais pas. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à la fin, il me dit, toi, t'es du Havre, hein? Je dis oui. Elle me dit, tu viens de loin quand même. Ils me disent, bon, bah, viens, reste, machin. Et on discute et il me dit, bon, écoute, bon, voilà, ça va être toi. Si t'es d'accord et tout, je dis oui. Enfin, tu vois, moi, en plus, je rencontre Ariane Carletti que je regardais quand j'étais petit dans Récréa 2, à l'époque, parce que c'était sur Récréa 2. Moi, je suis arrivé, ils étaient déjà sur TF1, oui, c'était sur TF1. Mais à l'époque, moi, je connaissais Ariane et toute l'équipe de Récréa 2. Donc, t'es vachement impressionné, quoi. T'es comme ça et tu sors une voix, tu sais pas comment elle sort. Est-ce que c'est ça qui a fait basculer les choses ou... Ah bah oui. Oui, de ce jour-là, ça a démarré, quoi. Voilà, et après, j'ai fait Tu sais, c'est simple, regarde, j'ai fait le casting au mois de juin. J'ai enregistré la chanson au mois d'août. Et au mois d'octobre, j'étais au Zénith. Donc ça a été très rapide. Oui, c'est un énorme succès. Donc tu n'as pas le temps de réfléchir, de comprendre. Voilà, tu fais.
tu te mets à répéter avec des musiciens qui jouent d'habitude avec Johnny Hallyday, avec Jean-Jacques Goldman, enfin des musicos incroyables, parce que tout était en live sur les concerts et en tournée. Et là, je me retrouve donc sur la scène du Zénith 7 soirs, plus 60 dates de tournée en France, Belgique, Suisse. Je faisais la première partie d'Hélène avec mes camarades. Et voilà, et tu fais. Quand on est très identifié dans un personnage marquant, c'est parfois dur de passer à autre chose. Tu as eu cette sensation? Bien sûr. Bah, les succès, c'est toujours compliqué. Hein. Quand tu fais un succès comme ça et que ton personnage marque autant, parce qu'il faut vraiment se souvenir que cette période AB Productions, ça a été un phénomène de société. Les audiences étaient incroyables. Il n'y avait que 6 chaînes à l'époque. Donc voilà, moi j'étais... Partout où j'allais, j'étais connu. C'était vraiment fou, quoi. En une semaine, ça a changé. Les gens m'appelaient par mon prénom dans la rue, tu vois. Donc le changement, il est vraiment... faut être solide. Faut être solide parce que ta vie change, ta vie bascule. Et dans le bon sens. Tu penses? Ah oui, ça a été. Oui, heureusement. Oui. J'avais une bonne équipe autour de moi. Non, ça s'est très bien passé. Derrière, tu as une longue carrière. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes d'avoir faites? Aucune. Non, aucune. Rien. Aucune, parce que chaque erreur m'a apporté quelque chose de positif, parce que, comme je te disais tout à l'heure, je positive tout le temps. Tout le temps. Si c'est depuis tes 3 ans... Tout le temps. Voilà. Et je crois que c'est important, c'est une manière de vivre. Jamais de coup de blues, alors? Bien sûr. Des gros, énormes. Mais ça arrive. Hein. Je peux rester... ça m'arrive parfois de rester une semaine chez moi et de ne pas avoir envie de sortir. Et alors, puis maintenant... Parce qu'il y a le petit qui me réveille le matin à 8 h. Mais ça m'est arrivé. Et puis dans des périodes où tu rates des projets, où des projets s'arrêtent. Quand ça s'est arrêté AB Productions, ça s'est arrêté du jour au lendemain. C'est compliqué. Parce que tu travailles tous les jours. En interview, en gala, en concert, je te dis, dans les avions. Tu as une vie incroyable. Et tout s'arrête du jour au lendemain. Donc au début, tu es content parce que tu te reposes. T'en as besoin, ton corps a besoin de se reposer. Et puis tout d'un coup, c'est le vide, quoi. Tu sais, quand tu fais des succès comme ça et que ça s'arrête, derrière, à part tes vrais amis, ceux qui comptent vraiment, sinon le téléphone s'arrête de sonner. Et donc, il faut être costaud à ce moment-là. Ce qui m'a toujours sauvé, c'est le sport. C'est ce que je te disais. À chaque fois, je mets mon jogging, je vais courir et je reprends grâce à ça. La discipline du sport m'aide énormément. Mais il faut positiver tout. Donc je me suis dit, bon, aujourd'hui, d'accord, on veut plus j'ai plus de projet, j'ai plus rien. Pourquoi? C'est la faute des autres? Ça, c'est la facilité? Non, c'est de la mienne. Il faut que je travaille. Et donc j'ai repris des cours. Je suis allé dans une très bonne école qui s'appelle le Studio Pygmalion. Cours de débutant. Ah oui. Et j'ai repris à zéro. Et voilà. Et je me suis éclaté. Beaucoup d'humilité. C'est dur. J'en ai vomi le matin. J'avais 25 ans, 26 ans. C'est tout jeune encore. Oui, c'est tout jeune. Mais tu as vécu, toi, un succès énorme et tu recommences à zéro. Donc, je me rappelle, les premiers jours, j'étais pas bien, quoi. Mais j'y suis allé, je me suis fait violence. Et voilà, ça m'a aidé. Ah oui, énormément. Énormément. Parce que c'est un métier, ça se travaille, c'est un art, et tous les jours tu dois bosser. Ce que je faisais à l'époque, mais pas en profondeur. Oui, et puis ça avait été facile en fait pour toi, donc... Alors, facile, je te dis, au début j'ai eu quand même 1 an et demi où je faisais les allers-retours, je te dis, oui, mais il y a beaucoup de chance, premier casting il est réussi. Non mais grave, évidemment. Même si tu n'en as jamais fait. Les choses se sont bien enchaînées, voilà. Mais j'ai eu la chance, je te dis, de faire de la figuration, donc déjà d'être traité comme un figurant, donc ça te donne beaucoup d'humilité et voilà, j'ai appris comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu espères encore accomplir? Plein, il y a plein de rôles que j'ai envie de jouer, puis il y a plein de choses, oui, que j'ai encore envie de faire. Heureusement, il faut rêver jusqu'au... C'est Roger Hanin avec qui j'ai tourné longtemps, et je disais, mais Roger, comment tu fais pour être en forme comme ça, tout le temps, souriant? T'as des yeux d'enfant. Et il me disait, mais je m'émerveille de tout encore aujourd'hui. C'est ça le secret. C'est de s'émerveiller en permanence et de rêver tout le temps. Et tu vois, c'était un monsieur qui avait vécu une vie incroyable. Il avait un palmarès, une carrière dingue. Il a tourné avec les plus grands. Eh bien, il s'émerveillait encore à chaque fois. Quand il voyait
un truc qui était bien quand on jouait et tout. C'est génial, ça c'est génial. Et voilà, dans ses yeux, ça pétillait toujours. J'allais te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, de continuer à t'émerveiller. Ah, toujours, toujours, il faut s'émerveiller en permanence. C'est le secret de la vie, je crois, quoi qu'il se passe. C'est la fin de l'émission, Anthony. Déjà? Oui, c'était long. Wow. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Merci. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV. À bientôt.